Début octobre 2005, départ de Bandiagara, capitale du pays Dogon. Nous roulons sur une belle route goudronnée, environnée d'un paysage rocheux pourtant encore assez verdoyant à cette époque de l'année. Notre chauffeur, Paul Guiziou, sera également le capitaine de la pirogue. Environ 80 km plus loin, nous arrivons à Mopti, au bord du Niger. Première étape, découvrir la pirogue ainsi que son personnel malien. Puis débute le chargement. Réserve de carburant pour le moteur, comme pour les passagers, plus la nourriture et les effets personnels. Le tout étant de bien répartir et équilibrer le chargement. Et c'est parti! Notre vaisseau est équipé d'un moteur Mercedes 4 cylindres diesel. Juste à côté se trouve la cabine des WC et de la douche. À l'autre extrémité se trouve la partie du commandement et de pilotage. Le radar n'est pas encore installé. Le fleuve Niger prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée et s'enfonce dans le continent en décrivant une grande boucle de 4200 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique au sud du golfe de Guinée. Jadis, le sel, la soie, les épices et le cuivre, venus du nord, se croisaient et s'échangeaient contre les cargaisons d'esclaves, d'ivoire et d'or. Mopti, notre point de départ, se situe au confluent du Bani et du Niger. On la nomme aussi la Venise malienne ou la ville du poisson. Elle est un centre commercial important et de ce fait mélange un grand nombre d'ethnies. Bozo, Peul, Bambara, Dogon et quelques Touaregs. Notre périple de ces prochains jours consiste à rejoindre d'abord Tombouctou à une distance de 380 km. Sous une chaleur de 38 degrés, chacun prend ses marques et trouve une occupation personnelle. Notre mission de ces prochains jours consistera impérativement à profiter des paysages défilants et deuxièmement, dans un but totalement mercantile et touristique, repérer les meilleurs endroits pour s'arrêter et camper le soir, ainsi que les postes de ravitaillement. Le câble qui longe la coque ainsi que son jumeau de l'autre côté servent à faire tourner le gouvernail. Présentation. Voici Ambaga Karambé, dite Mama. Nos deux touristes Kobe, Paul Guiziou, capitaine et cuisinier, ainsi que Jean Bastian, organisateur et directeur de l'hôtel Le Cambari à Bandiagara. Voici Harbert Maïga, patron de la pirogue et grand connaisseur du Niger. Étonnamment, le moindre petit village possède sa mosquée. L'islam est présent partout au Mali, bien que la majorité de sa population reste animiste. Malgré une température oscillant entre 37 et 40 degrés, notre réserve de boissons est transférée au fur et à mesure dans le réfrigérateur de la pirogue, pour notre grand plaisir.
Au détour d'un virage, nous atteignons une zone habitée par la faune locale. Ici, un ibis. La diversité des types de constructions nous étonne. Cela est peut-être dû aux différentes ethnies habitant le long des berges. Il y a les Bozos, incontournables pêcheurs, les Peuls, anciens nomades, aujourd'hui gardiens de troupeaux de zébus, de chèvres et d'ânes, les Blancs, les Songhai et les Malinké, descendants des anciens guerriers qui ont fait les empires africains. Ici, un héros. Et là, des nids de tisserands. Suivant l'heure du jour et l'endroit, la vie au bord et sur le fleuve est assez animée, autant pour l'homme que pour les animaux. Nous arrivons dans une zone dont les arbres sont recouverts de nids de tisserands. Cet oiseau a la particularité de tisser son nid, d'où son nom, et de s'y introduire par le bas. Ce petit plateau nous semble idéal pour y passer la nuit. Première erreur, car nous sommes trop près du fleuve, et lorsque la nuit tombera et que les vents thermiques s'en iront, la chaleur deviendra étouffante. Il est 17 heures et nous avons hâte de nous dégourdir les jambes. Nous nous initions, et sans mode d'emploi, au montage de notre tente. Nous ne dérangeons visiblement pas notre environnement et c'est pourtant là notre deuxième erreur. Car qui dit nid d'oiseaux dit nid d'insectes. Il faut bien les nourrir, ces petits. Notre troisième erreur fut de monter le double toit de nos tentes, ce qui nous interdit le passage de l'air. Contrairement à notre équipage qui lui dort à la belle étoile. Des moustiquaires sont installés tout autour de l'habitacle de la pirogue. Et alors que le soleil descend tranquillement à l'horizon, Paul et Adia commencent à préparer le repas du soir. Le soleil est maintenant couché et nous commettons notre quatrième erreur, à savoir allumer les tubes fluorescents de la pirogue. L'effet ne se fait pas attendre. Des milliers d'insectes viennent s'agglutiner sur toute la surface des moustiquaires. Nous mangeons rapidement et allons nous coucher. 5h30 à l'aube d'une première nuit plus que difficile, nous avons tous quelques peines à refaire surface. Les tentes sont démontées et le matériel est embarqué. Le petit déjeuner est dégusté sur la pirogue, le tout dans le frémissement d'un vent thermique matinal qui nous remet tous de bonne humeur. Chacun reprend ses occupations. Les oiseaux nous suivent ou nous suivons les oiseaux, peu importe, nous apprécions. Nous croisons enfin la première présence humaine, un pêcheur bozo. Puis un village de pêcheurs bozo. Nous arrivons enfin sur le lac de Bou. Véritable mer intérieure long de 45 km, considéré comme une zone de reproduction de hérons, il abrite plus d'une trentaine d'espèces d'oiseaux, ainsi que les incontournables pêcheurs bozo, ce qui veut dire les maîtres des eaux. Nous constatons avec plaisir qu'à l'endroit où nous avons passé la nuit, un orage est en train d'éclater. Après plus d'une heure de traversée, nous apercevons enfin la côte.
Cependant, un bruit bizarre provenant du moteur décide Harbert de s'en rapprocher encore plus afin de s'arrêter dans le prochain village. Ibrahim, notre pilote, conduit avec maîtrise notre pirogue dans un étroit chenal. Et à l'instar de ces hérons louvoyants entre les nuages, la pirogue en fait de même entre les herbes et nous amène jusqu'au premier village. Sous le regard d'un berger peul, nous profitons de cet arrêt pour observer l'activité de cet endroit. Pendant ce temps, Abdou, notre mécanicien, découvre que c'est un roulement à billes du cardan qui a rendu l'âme. Il est malheureusement impossible de trouver de quoi réparer ici. Manuela ne manque pas l'occasion de faire connaissance avec les enfants du village. Alors que Jean palabre pour trouver une solution au problème. Pour ma part, je regarde dans une autre direction. Finalement, nous nous déplaçons jusqu'à un autre village du nom de Tonka. À l'image de ce Peul et de ses Touaregs, notre mécanicien va aller faire quelques emplettes. Mama Karambé en profite aussi pour acheter une poule, marchandée à un peu plus d'1 euro. Le problème au Mali, c'est de pouvoir rendre la monnaie. Abdou ayant trouvé de quoi réparer, nous pouvons enfin continuer notre voyage. En fin de journée, nous trouvons l'endroit idéal pour nous installer, cette fois loin de la berge et des zones verdoyantes. Chaque soir, chaque groupe fait la popote de son côté, sauf que la nôtre est vraiment excellente et très variée. La leçon étant retenue, nous nous éclairons dorénavant qu'avec les lampes à pétrole. 6h30, après cette fois une bonne nuit de sommeil, nous plions le camp et repartons sur le fleuve. Les premiers signes de vie sont les barques de pêcheurs. Puis un hippopotame, juste le sommet de la tête. Et enfin notre premier arrêt de ravitaillement dans une petite ville nommée Niafunke. Maman saute sur le premier bébé pour le manger, ce qu'il n'a pas l'air d'apprécier. Nous suivons le mouvement de foule qui nous amène tout naturellement au marché. Pendant que Paul s'occupe des achats, nous observons les produits à la vente
ainsi que l'ambiance locale. L'une des boucheries est bien achalandée. Et pour ce soir, ce sera donc un gigot de mouton. Et c'est dans cette ambiance chaude et colorée que nous repartons les bras chargés d'eau, de pain, de poisson et de viande. Après l'immanquable indiscrétion, nous repartons avec le sourire épanoui de Mama et son poisson. Accompagnés d'Adia et de Paul, l'équipe de cuisine nous prépare un savoureux repas. Plus tard, nous remarquons une superbe embarcation que notre pilote décide d'aborder. Il s'agit simplement d'un vendeur de bois. Et comme il nous en faudra pour le gigot de ce soir, il est le bienvenu. Manuela en profite pour distribuer un cadeau. La transaction se fait assez rapidement, mais nous laisse quand même le temps de comparer leur cuisine avec la nôtre. Alors que les berges commencent à virer au sable, le mécanicien a coupé le moteur principal afin de se vouer à la réparation du cardan. Nous naviguons maintenant avec le moteur hors bord à une vitesse de 12 km/h. Nous pouvons maintenant admirer la dextérité du bricolage made in Africa des billes du fameux roulement de croisillon du cardan. Le petit moteur est malheureusement aussi bruyant que l'autre. Un bon coup de graissage annonce la fin de la réparation. Voici le transport de chèvres. Visiblement, le sable commence sérieusement à envahir les bords du fleuve, à notre grand bonheur. Malheureusement, le temps est aussi en train de se modifier, car un vent chaud et assez fort, mais surtout chargé de sable, s'est levé. Merveilleux pour la vision picturale, mais bien moins bon pour la navigation. En effet, qui dit vent, dit vague, et avec notre embarcation, cela devient plutôt délicat. Nous allons donc bientôt être obligés de nous arrêter, comme les transports publics. Merveilleuse pirogue surchargée d'hommes, de bagages et d'animaux. Et c'est dans cette ambiance extraordinaire que nous choisissons d'installer notre camp pour la nuit. Et de manger notre gigot de mouton. À l'aube du jour suivant, le vent de sable est toujours là. Les berges sont très éloignées
On ne voit pas grand-chose. Bref, on passe le temps comme on le peut. Puis nous nous rapprochons du bord afin d'être un peu moins secoués par les vagues, ce qui nous permet d'observer de plus près des campements de pêcheurs. Et soudain arrive la grande halte tant attendue. D'abord, nous montons dans un 4x4 qui nous fait parcourir une quinzaine de kilomètres sur une goudronnée dans un état que je qualifierais de variable, pour enfin arriver à Tombouctou. Tombouctou la belle, la mythique, la mystérieuse, dont voici sa mosquée, payante pour la visite comme les autres d'ailleurs. Belle à l'extérieur, sobre à l'intérieur, dont nous voyons ici la partie réservée aux hommes. Et ici la partie réservée aux femmes. Si les périodes sont différentes, souvent il y a la chambre. Parce que c'est une différence. Mais à part quelques fenêtres de style marocain et quelques belles constructions, Tombouctou, c'est aussi cela. Heureusement qu'il existe encore la vie courante. Celle-ci est presque plus intéressante que la ville elle-même. Comme l'appel à la prière, par exemple. Cette vue panoramique révèle bien l'uniformité pesante de l'agglomération, de surcroît doublée par un vent chaud de sable élevant la température à 41 degrés. Il reste heureusement le côté pittoresque des échoppes et la majesté des mosquées. Le temps d'immortaliser notre passage dans cette ville nous fait prendre conscience que nous en avons déjà fait le tour et que dans le fond, elle n'a de mythique que son nom. De retour sur la pirogue, sur laquelle son déplacement nous fait grâce enfin d'un peu de fraîcheur, nous naviguons une petite demi-heure jusqu'à cette presqu'île où nous rejoignons Paul, qui, avec l'aide de l'équipage, a déjà installé nos tentes. Nous le surprenons en pleine baignade, dans une eau se situant entre 28 et 30 degrés, et nous ne tarderons pas à l'imiter. Cet endroit est absolument idyllique, calme et dégagé, et nous en profitons pleinement. Il faut juste faire attention aux épineux. La fin du jour approche, donc l'heure du repas et du dodo aussi. La navigation du jour suivant s'effectue dans une chaleur torride et sur une eau totalement calme. Les paysages sont de plus en plus désertiques, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est pour cette raison que nous décidons aujourd'hui de nous arrêter à 16 heures et de nous installer sur le sommet d'une berge recouverte de sable. L'endroit est parfait, calme et serein. Malgré la présence d'une maison de berger, nous ne sommes pas dérangés et passons une bonne nuit. Le jour suivant, soudainement, tout change. Et c'est un festival de paysages, de courbes, d'ondulations et de couleurs qui s'offrent à nos yeux ébahis. En fin de journée, l'esprit rempli d'images merveilleuses,
nous croisons cette femme qui tranquillement fait sa prière au bord de l'eau. Puis, comme le jour d'avant, nous installons nos tentes au sommet d'une berge sablonneuse. Aujourd'hui, le fantastique festival d'images continue. De temps en temps, un village construit en banco s'étale le long des dunes. Le banco est fabriqué à partir d'une terre argileuse mélangée à du son de riz, de la paille et du beurre de karité. Le karité étant un arbre dont le fruit contient une graine qui fournit une matière grasse, à ne pas confondre avec du beurre de qualité. Puis nous approchons d'une zone plus délicate puisque le fleuve est parsemé d'énormes rochers. Sachant que le fleuve a une profondeur moyenne de 10 mètres, il est donc indispensable de bien connaître les passages. Plus loin, nous arrivons dans un lieu appelé le barrage, et étonnamment nous longeons un petit village totalement abandonné. Peut-être a-t-il servi à l'époque de la construction du barrage comme lieu d'hébergement de ses ouvriers. La couleur du sable passe soudainement au rouge. Il reviendra ensuite au gris, puis au jaune, au rose, se mélangera à l'orange, et nous irons ainsi de merveille en merveille. De temps à autre, le passage devant un village nous apporte un peu d'animation.
Après cette splendide journée de navigation, nous choisissons à nouveau le sommet d'une berge ensablée de couleur orange pour y installer notre campement. Pour le moment, l'endroit est paisible. J'en profite pour vous montrer le confort dans lequel nous dormons. Arrivent les premiers curieux, suivis par un troupeau de chèvres qui s'en est allé se désaltérer. C'est ensuite le bruit étrange produit par le vol de centaines de tourtereaux s'abattant sur les cultures de riz. Nous nous trouvons à quelques 300 mètres d'un village de brousse et en ce premier jour du Ramadan, nous aurons même droit à quelques chants nocturnes, après avoir pris contact avec la jeunesse locale. Le dernier jour de navigation est déjà entamé lorsqu'une modification du paysage se fait sentir. Nous traversons de nouveau une zone de végétation, suivie encore une fois d'un changement sur le désertique. Mais cette fois, les bords du fleuve commencent à s'animer, aussi bien par le nombre d'habitations que par la quantité de troupeaux que nous croisons. Enfin, nous arrivons dans la région de la paille. Tout est fait de paille, les maisons, les barrières des enclos, les barrières de culture, jusqu'aux pinasses qui ne transportent que de la paille. Celle-ci doit convenir aux nids d'oiseaux, que ces derniers ont creusés dans les parois de sable tassé. Alors que les berges se couvrent petit à petit de villages et de mosquées, l'ambiance sur notre bateau est toujours à la lecture et à la contemplation. Il est temps pour l'équipage de se boire un dernier thé et au pilote d'effectuer une dernière correction de trajectoire au moyen de ce système sophistiqué. Et après avoir parcouru 410 km, nous arrivons enfin en vue de Gao. Gao, la ville de l'ethnie des Songhai. Gao, la porte du désert, la dernière grande ville avant l'Algérie. Vu de loin comme ça, rien d'affolant. Et vu de plus près, à part une grande activité sur les quais, rien de plus. Donc, à l'instar de ce gecko, nous allons nous y restaurer et passer une bonne nuit à l'air conditionné. Le lendemain matin, une petite visite de la ville, de son marché et de sa faune locale s'impose, ainsi que celle de sa mosquée.
Finalement, j'ai préféré filmer un beau zébu plutôt que le fameux site archéologique dont tout le monde parle et qui se trouve sous cette immense bâche en plastique, sous laquelle on ne voit rien. Cela étant fait, nous reprenons la route, d'abord jusqu'au bac qui ne va pas tarder à aborder. Et où nous ne sommes pas les seuls à l'attendre. Au passage, nous avons tous une petite pensée émue à notre maman. Nous voici installés à notre tour sur le bac. Et profitons de faire connaissance avec les animaux, les hommes et les machines. La durée de la traversée est d'environ 20 minutes. Nous roulons maintenant sur une bonne route goudronnée, ce qui nous permet de tenir une moyenne de 100 km/h. Le seul problème étant ces sacrées vaches qui n'ont toujours rien compris au code de la route. Après une bonne heure de route, nous apercevons à travers la brume une région montagneuse. Un arrêt boisson s'impose car il fait très chaud. L'asphalte commence malheureusement à se parsemer de nids de poules. Mais nous nous arrêtons de nouveau pour mieux déguster cette région. Voici le mont Ombori, le point culminant du Mali. Son altitude est de 1155 mètres. Et nous en tirons parti dans la joie et la bonne humeur. Au loin, une autre formation rocheuse dont les aiguilles de gauche se nomment la main de Fatma. Ces blocs de grès que le temps et l'érosion ont taillés seront d'autant plus imposants qu'ils se situent dans un paysage uniforme de sable et d'épineux, perdu au milieu d'une immense steppe. L'état de la route se dégrade malheureusement toujours plus, et l'inévitable finit par arriver. Notre chauffeur n'arrive pas à éviter un profond nid de poule et c'est la jante qui en a pris pour son grade. Heureusement, rien de plus. 1 heure plus tard, une autre pause boisson. Au loin, le paysage ne présage rien de bon. Visiblement, nous allons nous offrir un bel orage. Et ça commence. La pluie tombe avec une telle violence qu'en l'espace de 10 minutes, les terres sont complètement inondées. Durée de l'orage, environ 1 heure. Et après 657 km parcourus, nous arrivons enfin à l'hôtel Le Kambari de Bandiagara. Dans cet endroit merveilleux et juste pour le plaisir de se rafraîchir encore un peu, allez, on se paye un petit orage. Chers touristes potentiels, vous qui êtes peut-être tentés par ce voyage sur le Niger, rassurez-vous, nous l'avons testé pour vous, mais pas à la bonne saison. Maintenant que les repères sont établis et que la pirogue est encore améliorée, n'hésitez pas, cela en vaut vraiment la peine. Mais de novembre à mars. Alors bon voyage.